Hello everyone, this is Alwyn. I'm finally back, and the first thing I'll do is apologize for my extended absence. After school finally finished for the year, I pretty much immediately got a job, and they gave me more hours than I was expecting. So I've been very busy and trying to get used to working nights. I'm usually someone who's in bed by 9, up by 7 all the time, and so suddenly having to work night shifts, or not really night shifts, but shifts that are mostly evening, and working later than my bedtime has thrown me for a loop, so I've been very tired lately. But here I am, and I'm gonna try and get back to posting once a week like I used to. It'll be easier now that I'm more settled into the work, and I'm getting better at sleeping out of my normal habits. So, as you've noticed by the title, I've decided to combine all of my talents, I guess, in terms of whisper videos and softly spoken videos. I've decided that after seeing the response to various types of videos that I've made, a lot of people have been very positive regarding the Hans Christian Andersen softly spoken video, and a lot of people come to my channel solely for the multilingual aspect. So what I've decided to do, I've purchased a book, and I'm going to make a series of videos out of this book. The title of the book is Pays de Neige, and it is by Yasunari Kawabata. So what this is a French translation of a famous Japanese novel. Let me see if I can find the title of the novel in Japanese. Yukiguni. And Yuki I know means snow, and Guni I'm not really sure, but judging by the title in French, I would imagine it has something to do with country or land or something to that effect. So this is partially for my own benefit. I'm being a little bit selfish in my video. This is to help me keep my French over the summer while I'm not in school. So I'll be reading a chapter per video, and this will go on until I've finished the book. Normally the videos won't come with this lengthy English introduction. Normally I'll just start reading, but I hope you enjoy this French translation of a great Japanese novel. Un long tunnel entre les deux régions, et voici qu'on était dans le pays de neige. L'horizon avait blanchi sous la ténèbre de la nuit. Le train ralentit et s'arrêta au poste d'aiguillage. La jeune personne qui se trouvait assise de l'autre côté du couloir central se leva et vint ouvrir la fenêtre devant Shimamura. Le froid de la neige s'engouffra dans la voiture. Penchée à l'extérieur autant qu'elle le pouvait, la jeune personne appela l'homme du poste à pleine voix, criant au loin. L'homme approchait, foulant la neige lentement, une lanterne à bout de bras. Un cache-nez lui montait jusqu'aux yeux, et les rabats de sa casquette de fourrure lui couvraient les oreilles. Si froid déjà, se demanda Shimamura, qui regardait dehors et ne voyait rien d'autre que quelques baraquements tapis au pied de la montagne, là-bas où le blanc de la neige déjà disparaissait dans la nuit. Sans doute le logement des employés du chemin de fer. « C'est moi, chef. Comment allez-vous? »« Oh, c'est vous, Yoko. Vous voilà donc de retour. Le temps s'est remis au froid. Mon frère a trouvé du travail ici, à ce que j'ai appris. Je voulais vous remercier de vous en être occupé. Dans un coin pareil, vous savez, la solitude ne va pas tarder à lui peser. Ce n'est toujours qu'un grand gosse, pour tout dire.
est-ce que je peux compter sur vous pour lui apprendre le nécessaire? Bah, il se débrouille très bien, vous pouvez me croire. Et puis avec la neige et tout, on va avoir du travail par-dessus les bras. L'an dernier, il en est tombé tellement de neige que les trains étaient à tout moment bloqués par des avalanches. Les gens du pays n'arrêtaient pas de cuisiner pour des voyageurs. Vous avez l'air d'être bien couvert, vous. Mon frère m'a écrit dans sa dernière lettre qu'il ne portait pas encore de chandail. À moi, il m'en faut bien 4 l'un sur l'autre pour avoir chaud. Mais ces jeunes, ils boivent de l'alcool quand il fait froid. Et c'est tout ce qu'il leur faut pour le retrouver là-bas, ajouta-t-il avec un grand geste du bras qui tenait la lanterne vers le baraquement. Et au lit avec un brume, ça ne rate jamais. Il boit aussi, mon frère? S'inquiéta le jeune Yoko. Non, pas que je sache. Vous partez à cette heure-ci? S'étonna-t-elle. Oui, il faut que j'aille voir le docteur. Oh, ce n'est rien de grave, une petite blessure. Ah, vous ferez bien vous surveiller alors. L'homme, égoncé dans le gros paletot qu'il avait enflé sur son kimono, s'éloignait déjà, frigorifié et visiblement pressé de rentrer. Veillez bien sur votre santé, vous aussi, lança-t-il par-dessus son épaule. Cherchant des yeux tout le long du quai couvert de neige, Yoko parla encore. Chef, mon frère n'est-il pas de service en ce moment par hasard? Surveillez-le bien, si je vous en prie. Il y avait une telle beauté dans cette voix qui s'en allait, haute et vibrante, roulée comme un écho sur la neige et dans la nuit. Elle possédait un charme si émouvant qu'on en avait le cœur pénétré de tristesse. La jeune femme se tenait toujours penchée à la fenêtre lorsque le train se remit en marche. Qu'il vienne à la maison quand il sera de repos, dites-le lui, clama la belle voix si belle, au passage à l'adresse de l'homme qui cheminait le long de la voie. Entendu, répondit le chef de poste. La jeune voyageuse remonta à la glace et pressa des 2 mains ses joues rosies de froid avant de regagner sa place. Sur ce versant de la montagne, précisément en ce point-ci, l'on pouvait voir les 3 chasse-neige parées en prévision des lourdes chutes de neige à venir. On avait en outre établi un système électrique d'alerte à l'entrée et à la sortie du tunnel afin de signaler sans retard les avalanches qui viendraient à obstruer la voie. Un nombre suffisant de bras pour assurer 5000 jours de travail attendait là, en permanence. Des manœuvres toujours prêts à intervenir pour dégager la ligne, sans compter les 2000 journées que pouvaient également fournir les jeunes volontaires mobilisés dans le corps des sapeurs-pompiers. Rien qu'un poste de chemin de fer que la neige ne va pas tarder à engloutir. C'est ici donc qu'il va travailler la frère de la jeune fille nommée Yoko. Ainsi pensait Shimamura, dont l'intérêt pour la jeune personne s'accrut du même coup. Spontanément, il avait pensé à elle comme à une jeune fille, mais c'était simplement parce qu'il y avait en elle quelque chose qui lui disait qu'elle n'était pas mariée. En vérité, elle voyageait en compagnie d'un homme, et Shimamura ne disposait évidemment d'aucun moyen de savoir au juste qui il pouvait être. À première vue, il se comportait en époux. L'homme, toutefois, paraissait très gravement malade, et la maladie a toujours pour effet de resserrer les rapports entre un homme et une femme. Quelle jeune personne, soignant maternellement quelqu'un de bien plus âgé qu'elle, ne donnera l'impression d'être son épouse si l'on n'y regarde pas de trop près? Oui, dans n'importe quelle circonstance. Et plus les soins réclamés par l'état du malade seront attentifs, plus le couple aura fatalement l'air de ménage. Se fondant sur le sentiment général qui lui donnait ses apparences, Shimamura préféra donc penser indépendamment de l'homme à la jeune personne qui l'intéressait. Et ce sentiment, depuis le temps qu'il la contemplait, s'était fortement chargé d'impressions personnelles,
de réactions subjectives assez intensément marquées et quelque peu bizarres. Cela s'était produit 3 heures plus tôt, alors que, s'ennuyant, Shimamura considérait distraitement la paume de sa main gauche, faisant jouer ses doigts en se disant qu'il n'y avait guère que cette main, la caresse des doigts de cette main qui eussent conservé un souvenir sensible et vivace, la mémoire chaude et charnelle de la femme qu'il allait rejoindre, car elle se dérobait à sa mémoire, s'évanouissant à mesure qu'il essayait de se la rappeler et ne laissant rien derrière elle à quoi il pût se raccrocher, rien qu'il pût seulement retenir. Dans le vague de tout son être, c'était uniquement cette main gauche, avec le souvenir né et comme actuel encore de son contact, qui semblait permettre à Shimamura le retour en arrière. Impressionné en sentant soudain cette chaleur vivante sous sa main, gêné presque par la réalité étrange de cette présence et peut-être quelque peu séduit, Shimamura avait approché sa main de son visage. Doigt tendu, il avait ensuite tiré en trait rapide sur la vitre embuée, non sans voir apparaître et flotter devant lui un œil féminin. De surprise, il avait failli lâcher un cri. Mais ce n'était qu'un rêve dans son rêve, et en se reprenant, le voyageur constata que c'était, réfléchi dans la glace, l'image de la jeune personne assise de l'autre côté. L'obscurité s'était faite dehors, la lumière avait été donnée dans le train, et les glaces des fenêtres jouaient l'effet de miroir. La buée qui masquait la glace l'avait empêché, jusque-là, de jouir du phénomène qui s'était révélé dans le trait qu'il y avait tiré. En lui-même, l'œil que voyait Shimamura revêtait une beauté étrange, mais il feignit pourtant la langueur ennuyée du voyage, approcha son visage comme pour regarder le paysage du soir par la fenêtre et essuya la buée sur toute la surface. La jeune personne se tenait penchée en avant, surveillant avec attention le personnage en face d'elle. À cette sorte de tension que le reflet révélait chez elle à hauteur des épaules, Shimamura comprit que c'était l'intensité même de son attention qui lui tenait l'œil fixe et mettait dans son regard cet éclat de dureté farouche, avec ses paupières qui ne battaient même pas. Allongé, l'homme avait la tête appuyée contre la fenêtre et ses jambes étaient étendues, les pieds reposant sur le siège où se trouvait la jeune femme. On était en 3e classe. Le couple n'occupait pas, de l'autre côté du wagon, les sièges exactement à la hauteur de celui de Shimamura. Il était installé un rang devant, de sorte que, dans la fenêtre miroir, Shimamura ne voyait apparaître de l'homme qu'un profil coupé au niveau de l'oreille. Quant à la jeune femme, placée diagonalement en vis-à-vis, il la trouvait bien directement dans le champ de son regard. Mais il avait immédiatement baissé les yeux lorsque ces nouveaux voyageurs étaient montés dans le wagon, frappé par la beauté de la jeune femme et son air de froideur distante qui l'intimida. Il avait eu tout juste le temps d'apercevoir les doigts exsangues et centreux du malade s'accrocher à sa compagne. Shimamura s'était détourné d'eux et n'avait plus osé, sans trop savoir pourquoi, regarder dans leur direction. Ce qu'il voyait maintenant du visage masculin dans le miroir que formait la fenêtre pour lui, cette expression détendue, cet air de calme abondant dans la sécurité d'un confort, il avait l'impression que cela tenait au regard de l'homme qui tombait directement sur le buste de la jeune femme et s'y reposait. Shimamura trouvait à l'image de ce couple une certaine harmonie, faite de douceur et d'équilibre entre les deux silhouettes semblablement fragiles. L'homme reposait, la tête appuyée sur un bout de son écharpe qui lui servait d'oreiller, l'autre bout ramené sur sa joue et lui couvrant la bouche comme un masque. L'étoffe glissait parfois et remontait sur son nez, ou au contraire se défaisait en lui découvrant le visage, mais avant même qu'il eût bougé tant
soit peu attentive et prévenante, la jeune personne s'était penchée sur lui pour remettre tout en ordre. À force de se répéter sous les yeux de Shimamura, l'incident et le geste qui le suivit automatiquement finirent par éveiller chez lui une certaine impatience. Ou bien c'était le pan du manteau dont le malade avait les pieds enveloppés, qui glissait à son tour et pendait jusqu'au sol, aussitôt ramené mécaniquement, eût-on dit, et mis en place d'un geste prompt par la jeune femme. Tout allait si naturellement de soi. On eût dit que ces deux-là, sans nul souci du temps et du lieu, se disposaient à poursuivre éternellement leur voyage et à s'enfoncer sans fin dans la distance. Peut-être était-ce pourquoi Shimamura, quant à lui, ne ressentait aucun des sentiments de compassion ou de tristesse que ce fut un spectacle affligeant. Il contemplait tout cela sans émoi, comme s'il s'agissait d'un petit jeu dans quelque rêve inconsistant, et sans doute était-il sous cette impression par l'effet étrange de son miroir. Sur le fond, très loin, défilait le paysage du soir qui servait en quelque sorte de train mouvant à ce miroir. La figure humaine qui le réfléchissait plus claire s'y découpait un peu comme les images en surimpression dans un film. Il n'y avait aucun lien, bien sûr, entre les images mouvantes de l'arrière-plan et celles plus nettes des deux personnages. Et pourtant, tout se maintenant à une unité fantastique, tant l'immatérielle transparence des figures semblait correspondre et se confondre au flou ténébreux du paysage qu'enveloppait la nuit, pour composer un seul et même univers, une sorte de monde surnaturel et symbolique qui n'était plus d'ici. Un monde d'une beauté ineffable et dont Shimamura se sentait pénétré jusqu'au cœur, bouleversé même, quand d'aventure quelques lumières là-bas, au loin dans la montagne, scintillaient tout à coup au beau milieu du visage de la jeune femme, atteignant à un comble inexprimable de cette inexprimable beauté. Dans le ciel nocturne, au-dessus des montagnes, le crépuscule avait laissé quelques touches de pourpre attardées et l'on pouvait encore distinguer très loin sur l'horizon la découpure des pics isolés. Mais ici, plus près, c'était le défilé constant du même paysage montagnard, complètement éteint maintenant et privé de toute couleur. Rien pour y retenir l'œil. Il défilait comme un flot de monotonique, d'autant plus neutre et d'autant plus estompé, d'autant plus vaguement émouvant qu'il courait pour ainsi dire que les traits de la jeune femme derrière ce beau visage émouvant qui semblait le rejeter tout autour dans une même grisaille. L'image même de ce visage, il est vrai, semblait si peu matérielle qu'elle devait être transparente elle aussi. Cherchant à savoir si elle l'était vraiment, Shimamura crut un moment voir le paysage au travers, mais les images passaient si vite qu'il lui fut impossible de contrôler cette impression. L'éclairage dans le wagon manquait d'intensité, et ce que voyait en un reflet Shimamura était loin d'avoir le relief et la netteté d'une image dans un vrai miroir. Aussi en vint-il facilement à oublier qu'il contemplait une image reflétée dans une glace, pris peu à peu par le sentiment que ce visage féminin, il le voyait dehors, flottant et comme porté sur le torrent ininterrompu du paysage monstrueux et enténébré. Ce fut alors qu'une lumière lointaine vient resplendir au milieu du visage. Dans le jeu des reflets, au fond du miroir, l'image ne s'imposait pas avec une consistance suffisante pour éclipser l'éclat de la lumière, mais elle n'était pas non plus incertaine au point de disparaître sous elle. Et Shimamura suivit la lumière qui cheminait lentement sur le visage sans le troubler. Un froid sentiment perdu dans la distance,
Et lorsque son éclat menu vint s'allumer dans la pupille même de la jeune femme, lorsque se superposèrent et se confondirent l'éclat du regard et celui de la lumière piquée dans le lointain, ce fut comme un miracle de beauté s'épanouissant dans l'étrange, avec cet œil illuminé qui paraissait voguer sur l'océan du soir et les vagues rapides des montagnes. Comment Yoko se fut-elle aperçue qu'on la regardait? Toute son attention se fixait sur son compagnon souffrant. Eût-elle même levé les yeux sur Shimamura, ne pouvant probablement pas apercevoir son propre reflet dans la glace, jamais elle n'eût pensé à se méfier de ce voyageur qui regardait tout simplement par la fenêtre. Shimamura, de son côté, ne songea pas un instant qu'il pouvait être impoli, voire inconvenant, d'observer ainsi cette jeune personne sans la quitter des yeux, tant il demeurait sous le charme à la fois irréel et surnaturel du tableau qu'il avait sous les yeux, séduit par l'étrange beauté de ce visage emporté à travers le paysage nocturne. Il s'était oublié lui-même, tout entier pris dans les magies de ce jeu, et ne sachant plus s'il revêt ou non. Aussi, lorsqu'il l'avait vu se lever à l'arrêt et venant interpeller le chef de poste sans quitter pour autant son air de gravité et de noblesse souveraine, son premier sentiment le porta-t-il à penser moins à elle-même qu'à quelque héroïne appartenant au fond des âges, à quelque personnalité idéale du monde de la légende. La nuit et tous les paysages de la nuit avaient pris possession de la fenêtre, qui avait perdu son charme de miroir quand le train s'était arrêté. L'espèce de froideur qu'il y avait chez Yoko, en dépit de la chaleur avec laquelle elle prodiguait aux malades ses soins attentifs, il y avait un bon moment déjà que Shimamura en avait été pénétré et comme découragé. Et lorsque le train s'était remis en route, il n'avait pas pris la peine d'effacer de nouveau la buée qui couvrait la fenêtre. Quelle ne fut pas sa surprise, une demi-heure plus tard, en constatant que la jeune femme et son compagnon allaient descendre à la même gare que lui. Il ne put s'empêcher de se retourner sur eux, comme pour s'assurer que cette étrange coïncidence ne le concernait pas malgré tout personnellement. Mais dès qu'il eut mis pied sur le quai, le froid brutal réveilla sa conscience, et il se sentit honteux du comportement grossier qu'il avait eu dans le train. Sans jeter un regard derrière lui, il traversa les voies en passant devant la locomotive. Cramponné à l'épaule de la jeune femme, le malade s'apprêtait à descendre à contre-voie quand un employé, sur le second quai, leva les bras pour les en empêcher. L'interminable train de marchandises qui surgit alors de l'obscurité défila lentement, les dissimulant à la vue.